Pluton était autrefois considérée comme une planète majeure, mais elle a ensuite été reclassée dans la catégorie des planètes naines, c'est-à-dire quelque chose de trop grand pour être un astéroïde, mais de trop petit pour être prise au sérieux. Pas très sympa. Récemment, des scientifiques ont commencé à discuter du mystère qui entoure l'une des lunes de Pluton. Il s'avère qu'elle pourrait être encore plus cool que ce qu'on pensait. Nous pourrions avoir là un système à 2 planètes. Pluton réside dans la lointaine ceinture de Kuiper, une vaste zone de notre système solaire, comme une grande banlieue rocheuse située au-delà de l'orbite de Neptune. Elle est remplie de petits objets glacés, semblables à Pluton, et portant le nom de objets de Kuiper. Ces objets sont les vestiges des premiers jours de notre système solaire, et ils nous donnent quelques indices sur la façon dont il s'est formé. C'est de là aussi que proviennent de nombreuses comètes. Vous saviez déjà qu'elle était petite, mais saviez-vous à quel point? Pluton a une largeur d'environ 2250 km, soit environ la moitié des États-Unis et bien plus petit que notre Lune. L'atmosphère de Pluton est très fine et se compose d'azote, de méthane et de monoxyde de carbone. Un vrai régal pour les narines. Et il y fait également très froid, avec des températures moyennes d'environ moins 234 degrés Celsius. Son orbite autour du Soleil ressemble à un ovale, et une année sur Pluton dure environ 250 années terrestres. Pluton présente également une rotation rétrograde étrange et unique, car elle est inclinée sur son axe, ce qui signifie qu'elle tourne sur le côté. Si vous vous trouviez sur Pluton, vous seriez entouré de hautes montagnes glacées, de vallées, de plaines et de cratères. Le Soleil serait très faible et lointain, ce serait toujours le crépuscule. C'est une planète très colorée, étonnamment. Vous verriez un arc-en-ciel de bleu pâle, de jaune, d'orange et de rouge profond. Mais le plus adorable à propos de Pluton, c'est son célèbre cœur, la région Tombaugh. Pluton a été découverte très tardivement, dans les années 30, bien plus tard que les autres planètes. Au départ, nous pensions qu'il s'agissait de la 9e planète de notre système solaire. Cependant, plus nous avons exploré la ceinture de Kuiper, plus nous nous sommes rendus compte qu'elle était remplie de ces objets de taille moyenne. Nous avons trouvé 4 autres petites planètes similaires à Pluton: Eris, Cérès, Makemake et Haumea. Elles présentaient toutes les mêmes caractéristiques. C'est à ce moment que nous avons compris que Pluton appartenait à une toute autre famille et que nous avons créé la catégorie des planètes naines. Il existe quelques différences entre ces 2 catégories de planètes. La première différence évidente est la taille et la masse. Les planètes majeures sont beaucoup plus grandes et plus massives. Elles doivent également être sphériques, alors que les planètes naines peuvent ne pas être des sphères parfaites. Elles peuvent avoir des formes bizarres, comme Haumea qui est en forme d'œuf par exemple. Tout comme une planète normale, une planète naine tourne autour du Soleil, mais son orbite n'est pas claire. Elle est encombrée de débris et d'objets hétéroclites. Voilà les seules différences. Cette reclassification a donc suscité une vive controverse. Les anglophones ont même inventé un nouveau terme, to be Plutoed, qui signifie être déclassé. Bien qu'il soit triste que Pluton ne soit plus une planète majeure, nous pouvons nous consoler en nous disant que nous lui avons trouvé une vraie famille. Enfin, lorsque vous vous tenez sur Pluton, vous pouvez voir ses 5 lunes, Styx, Nyx, Kerberos, Hydre, et la plus mystérieuse, Charon. Charon est la plus grande lune de Pluton. Elle a été découverte dans les années 70 grâce à la sonde New Horizons de la NASA. La sonde a pris une photo qui a révélé une lune avec une fascinante et énorme tache rouge-brun à sa surface. Il s'agit d'un vaste canyon qui n'a rien à envier à notre Grand Canyon. Il semble que Pluton et sa lune présentent toutes 2 des formations intéressantes à leur surface. La particularité de Charon est qu'elle est très grande pour une lune. Elle fait environ la moitié de la taille de Pluton. Les scientifiques s'interrogent donc. Pluton serait-elle un système à 2 planètes? Le centre de masse, ou barycentre, de Pluton et de Charon se trouve à l'extérieur de Pluton. Normalement, dans le cas des planètes et de leurs lunes, c'est le centre de la planète elle-même qui devrait être le centre de masse, la lune gravitant autour. Mais dans le cas de ces 2 objets, il semble qu'ils orbitent l'un autour de l'autre. Les objets binaires sont très répandus dans l'univers. Ces couples cosmiques se forment comme notre Lune s'est formée, à la suite d'un impact géant. Mais les planètes doubles sont extrêmement rares, et nous n'avions encore jamais découvert de planète naine double. Si l'hypothèse est confirmée, cela voudra dire que Charon est en fait la 6e planète naine. Il s'agira alors du premier système binaire de planètes naines de l'histoire. Mais nous avons un autre candidat, la planète naine Eris et sa lune,
Dysnomie. Le système solaire regorge de lunes mystérieuses et fascinantes. Si fascinantes que certaines d'entre elles pourraient même abriter de la vie. Cela fait un moment que l'on parle de vie microscopique dans l'espace. Les débats sur la découverte de fossiles organiques sur Mars durent depuis des décennies. Avec le développement de notre technologie, nous sommes enfin sur la bonne voie. Voici Encelade, très populaire depuis l'arrivée de la sonde Cassini de la NASA. Encelade est recouverte d'une sorte de manteau neigeux, ce qui explique sa luminosité inhabituelle et la présence de cratères enneigés. Elle est petite, environ 500 km seulement, et se compose essentiellement de roches et de glace. Mais en 2004, nous avons découvert des panaches d'eau jaillissant au pôle sud de cette lune. Cela signifie qu'il y a de l'eau liquide sous sa surface glacée. La raison en est probablement Saturne et de son autre grosse lune, Dionée. Leur danse gravitationnelle crée des forces de marée qui apportent chaleur et vie à Encelade. Encelade est donc une candidate de choix dans la recherche de la vie dans notre système solaire. Bien sûr, la vie nécessite plus que de l'eau, et nous n'y trouverons pas d'animaux ou quoi que ce soit de ce genre. Mais nous pourrions y trouver des organismes microscopiques. Et ça, c'est vraiment génial. En fait, Saturne est en train de gagner à la loterie en ce qui concerne la possible présence de formes de vie. Par exemple, les scientifiques ont eu l'idée folle que Titan, une autre de ces lunes, pourrait également abriter une vie extraterrestre. Titan est un satellite glacé dont la température avoisine les moins 179 degrés Celsius. Étonnamment, il y a même des lacs à sa surface. Mais n'imaginez pas des étendues d'eau classiques. Ces lacs ne seraient pas remplis d'eau, mais d'éthane ou de méthane liquide. En 2005, la NASA a évoqué la possibilité d'une vie se nourrissant de substances chimiques telles que l'acétylène ou l'hydrogène dans les lacs de Titan. Puis, en 2010, les scientifiques de la NASA ont approfondi leurs recherches et ils ont découvert qu'il manquait des quantités d'hydrogène et d'acétylène dans les lacs de Titan, ce qui laisse entrevoir la possibilité que quelque chose se nourrisse de ces substances. Du coup, certains ont osé imaginer des êtres mangeurs de méthane dans les lacs gelés de Titan. De plus, ils ont suggéré que, si ces créatures existent, elles ont probablement des cellules beaucoup plus grandes que celles des animaux terrestres. Nous pourrions donc trouver là-bas quelque chose de beaucoup plus grand qu'un simple microbe. Quelque chose comme un petit animal, par exemple. Mais Saturne n'est pas la seule à avoir de la chance. Triton est la grande lune de Neptune. Et vous l'avez deviné, c'est une autre candidate. La surface de ce monde glacé est recouverte d'azote et sa croûte est constituée de glace d'eau. Une fois encore, il y fait très froid. Et Triton est l'une des préférées des géologues, car elle fait partie du petit nombre de lunes qui, dans notre système solaire, possédant de formidables geysers actifs. Elle rejette de l'azote gazeux dans l'espace. Ce serait un beau spectacle si nous pouvions y assister. Ces geysers signifient que Triton a une source secrète de chaleur. Cela veut dire que, tout comme pour Encelade, il pourrait y avoir de l'eau liquide sous la surface de Triton. Et si cet endroit s'avère abriter la vie, nous pourrions y trouver des substances organiques. Malheureusement, il n'est pas facile d'envoyer une mission pour explorer ces corps célestes. Le seul engin spatial que nous ayons envoyé jusqu'à présent est Voyager 2, en 1989. Il nous faut plus de temps, d'argent et de technologie pour développer des sondes capables de voyager loin et d'explorer les régions situées au-delà de Mars. Et même si nous y parvenons, il faudra des décennies à ces engins pour atteindre ces endroits. Quoi qu'il en soit, espérons qu'au cours du XXIe siècle, nous pourrons enfin explorer pleinement notre système solaire et tous ses merveilleux mystères. Que nous arriverait-il à nous et à notre planète si elle devenait aussi grosse que le Soleil ? Le diamètre de la Terre est de 12 874 km. La traversée, c'est comme faire 3 fois l'aller-retour à travers les États-Unis. Ça ne semble pas beaucoup, non ? Eh bien, que dirais-tu de répéter ce voyage 305 fois de plus ? Imagine les dépenses d'essence. C'est le diamètre du Soleil, environ 1 392 082 km. Comparé à notre Terre, le Soleil est d'une taille inimaginable. Alors, que nous arriverait-il si nous le rattrapions ? Il existe 4 scénarios possibles, selon ce que l'on entend par taille du Soleil. Premier scénario. La Terre devient aussi grande que le Soleil, mais sa masse reste la même. Une planète gigantesque avec la masse d'une toute petite Terre. Tout d'abord, dis au revoir à la gravité. Plus la planète est grosse, plus sa gravité est forte, et vice-versa.
Une planète aussi légère ne serait tout simplement pas capable d'attirer quoi que ce soit à elle. La gravité crée toutes les substances lourdes. Tout, des cailloux aux continents entiers, est maintenu grâce à elle. Je crois que tu as deviné ce qui arriverait sans elle. Nous nous transformerions tous en particules de poussière. Oui, la Terre deviendrait tout simplement un nuage de poussière. Oh, et pour compliquer le tout, les gravités des autres planètes nous étireraient sur les côtés, ne laissant aucune chance à notre planète de reprendre sa forme originale. Ce scénario n'est finalement pas le meilleur, tu ne trouves pas ? D'ailleurs, même si la Terre demeurait une planète, la vie ne pourrait pas y naître dans ces conditions. Il y aurait une distance considérable entre le centre de la Terre et sa surface. Et souviens-toi, la masse de la planète est minuscule, donc pas de gravité. Elle n'aurait pas été capable de retenir l'atmosphère, et sans atmosphère, les organismes vivants ne pourraient pas se développer. Ça n'aurait pas eu d'importance de toute façon. La Terre serait en fait un nuage. Dès lors, ce nuage, pesant environ 10 fois plus lourd que Jupiter, se concentrerait dans l'espace. Par conséquent, il éclaterait et se transformerait en étoile. Et nous aurions un nouveau Soleil. Scénario 2. Celui-ci est à la fois un scénario à part entière, mais aussi une conséquence du précédent. La Terre devient aussi grande que le Soleil et a la même masse. Maintenant, nous avons 2 soleils. Nous serions un système stellaire dit binaire. Cela signifierait la destruction de notre système solaire. Imagine avoir 2 masses dans un seul système. Les orbites des planètes deviendraient instables, perturbées par un changement aussi soudain. Une fois qu'elles se rapprocheraient de notre ex-Terre, elles s'effondreraient immédiatement, soit à cause des forces de marée, soit à cause de l'impact de l'ex-Terre. Oui, même les géantes de gaz. Je veux parler de toi, Jupiter. Sais-tu quelle planète survivrait et prendrait finalement sa revanche sur nous ? Pluton. Ce serait probablement la dernière exoplanète restante dans tout le système. Elle est trop éloignée pour remarquer des changements, sauf en cas d'augmentation de la masse du centre du système. Donc l'orbite de Pluton se rapprocherait de notre système à 2 étoiles, et c'est tout. La Terre et le Soleil devraient accepter que Pluton soit désormais leur seule planète. Le disque protoplanétaire qui a formé notre système il y a des milliards d'années n'existerait plus. Donc, plus aucune autre planète ne pourrait être créée dans notre système. Tout cela est bien beau, mais qu'en est-il de la Terre elle-même ? À quoi ressemblerait la vie ? Voyons voir. Les nuits et les jours dureraient désormais plus longtemps en raison de l'augmentation du temps de rotation de la Terre. Il y aurait probablement une baisse significative de la température aux pôles nord et sud. Même sur notre petite planète actuelle, ils ne reçoivent que très peu de lumière solaire. Donc si la taille de la Terre augmentait, la zone des pôles qui recevrait la lumière du Soleil diminuerait encore plus. Le côté positif, c'est qu'il y aurait beaucoup plus d'espace maintenant. Il n'y aurait plus de surpopulation. La taille de la planète serait tellement énorme qu'il te faudrait des années pour aller d'un point à un autre. Oui, quand on y pense, on se sentirait probablement très seul. Mais bon, qui sait ? Peut-être que les fusées deviendraient notre principal moyen de transport. Ça serait génial. Il y aurait de nombreuses régions vastes et inexplorées qu'aucun humain n'aurait jamais vues ou visitées. Nous ne connaîtrions pas non plus l'existence de nombreuses civilisations et de tribus différentes. Les siècles passeraient et beaucoup d'entre nous s'en iraient sans jamais rencontrer d'autres personnes et apprendre à les connaître. Et encore, si nous arrivions à marcher, nos os ne pourraient pas supporter notre poids avec une gravité aussi considérable, et notre cœur devrait travailler 2 fois plus pour nous maintenir en vie. Les oiseaux ne pourraient plus voler. Rien ne pourrait voler a priori. Tous les arbres qui existent tomberaient, et les nouveaux repousseraient à peine, comme de l'herbe. En parlant d'arbres, comment se porterait notre écosystème ? Eh bien, pas très bien. Si nous ne prenons pas soin de notre environnement dans notre petite Terre en ce moment, imagine ce qui se passerait si nous avions un espace aussi vaste à notre disposition. Je suppose que nos tonnes d'ordures auraient même eu raison des réserves infinies d'arbres et d'eau potable que nous aurions dans notre grande nouvelle maison. Nos machines et nos robots devraient être énormes pour être efficaces. C'est parce qu'une ferme ordinaire aurait désormais la taille d'un État américain. Aussi, il ferait beaucoup plus sombre que ce à quoi nous sommes habitués. La Terre est si petite maintenant. Imagine ce qui se passerait si notre planète aurait la taille du Soleil lui-même.
Moins de lumière solaire signifie que nous aurions probablement besoin d'un soleil artificiel. De plus, les différences de température à la surface de la planète seraient énormes. Si tu es surpris, c'est que tu as probablement sous-estimé la taille du Soleil. Il est presque 110 fois plus grand que la Terre. L'équateur de notre nouvelle Terre est égal aux 35 équateurs de notre Terre actuelle. Oh, et tu te souviens de Pluton ? Eh bien, c'est notre seule lune maintenant. La première se serait probablement écrasée sur nous il y a bien longtemps, nous faisant subir le même sort que les dinosaures. Dans ce cas, toute l'eau se serait probablement évaporée de notre planète. Bref, il y a des milliers de mauvais cas de figure. Mais passons à autre chose et concentrons-nous sur du positif. Scénario 3. Même chose, mais la Terre conserve sa densité. Celui-ci est intéressant. Nous ne sommes plus une planète. Nous sommes une étoile maintenant. En fait, nous sommes devenus encore plus lourds que le Soleil. Notre planète aurait maintenant une masse solaire de 3,9, car il faudrait équilibrer notre faible densité d'une manière ou d'une autre. Bref, ce serait presque la même chose que dans le scénario 2, mais avec des conséquences à long terme plus intéressantes. Puisque notre Terre serait devenue 4 fois plus lourde que le Soleil, elle aurait brûlé son combustible plus rapidement. Ensuite, elle évoluerait. En fonction de la masse de son noyau, elle deviendrait une supernova où ses couches extérieures exploseraient pour former une nébuleuse planétaire. Si elle devient une supernova, le Soleil, qui était si proche de nous, exploserait. Et il ne resterait plus que notre Terre, une boule solitaire d'un diamètre minuscule de 19 km. Nous serions une étoile à neutrons, c'est-à-dire une étoile constituée de matière neutronique dégénérée. Cette matière est ultra dense et tourne très vite, alors mieux vaut ne pas s'en approcher. Si la Terre devenait une nébuleuse, le Soleil recueillerait toute la poussière et l'ajouterait à sa masse. Nous aurions désormais un Soleil légèrement plus gros et une naine blanche. Le temps passe, et le grand-père Soleil vit sa vie. Il deviendrait une géante rouge après avoir épuisé l'hydrogène de son noyau. Il commencerait à se dilater et laisserait sa matière, principalement de l'hydrogène, à la naine blanche. C'est nous. Lorsque la matière atteint des températures et des pressions suffisamment élevées, la fusion nucléaire se produit. Nous nous transformerions en une nova. Hurrah! Nous serions de nouveau une étoile solitaire, mais une étoile quand même. Que se passerait-il ensuite ? Tu vois, une étoile est une bataille de forces opposées. L'une d'entre elles est la gravité, qui essaye par tous les moyens possibles de comprimer au maximum le plomb en une petite boule. La deuxième est un tas de combustible dans le cœur de l'étoile, qui, en brûlant, produit des tonnes d'énergie et des températures très élevées. Tant que ces forces sont en équilibre, l'étoile vit. Mais quand le combustible de l'étoile s'épuise, l'étoile se refroidit. La pression à l'intérieur diminue. Cela signifie que la gravité a gagné. Elle comprime l'étoile de toutes ses forces. En seulement 15 secondes, la lumière la plus brillante que tu aies jamais vue scintille de 1000 feux. Et notre ex-Terre devient une supernova, laissant derrière elle une nébuleuse impressionnante. Mais ne t'inquiète pas, il est impossible qu'une planète rocheuse obtienne la taille du Soleil. Seules d'autres étoiles peuvent être aussi grandes. Mais attends, pourquoi notre Terre est-elle si petite alors que les autres planètes sont énormes ? Est-ce qu'elle continue de grandir ou est-ce qu'elle s'arrête à un moment donné ? Plus tu ajoutes de la masse, plus tu obtiens de la compression. Au fur et à mesure que les planètes deviennent plus lourdes, la compression gravitationnelle augmente. Elle cesse de croître lorsque leur masse atteint environ 1,7 fois celle de Jupiter, ou 540 masses de la Terre. Après cela, l'ajout de la masse à une planète la rendra plus petite, car la compression devient plus forte. Voici Neptune. Notre prochain arrêt est Pluton. Ne mets pas tes mains sur la porte, tu risques de te faire pincer très fort. Un jour, avec les technologies de pointe du futur, un voyage de Neptune à Pluton ne sera pas plus long qu'un trajet en métro. Il y a d'énormes montagnes de glace sur Pluton, des vallées qui s'étendent bien au-delà de ce que tes yeux peuvent voir, des cratères de 257 km de large, presque aussi grands que les plus grands sur Terre, et aucune vie. Les raisons pour cela sont évidentes. L'immense distance qui sépare Pluton du Soleil se traduit par des températures glaciales sur cette planète naine. Cela te garantit aussi un voyage de quelques milliards de kilomètres. De plus, cette planète est plus petite que la Lune.
Il y aurait donc très vite pas mal de monde si les gens commençaient à y emménager. Pourtant, il existe une raison qui nous fait penser que la vie là-bas ne serait pas si improbable. Le Soleil a une durée de vie connue et celle-ci se découpe en cycles. Autrefois, notre système solaire n'était qu'un nuage de gaz et de poussière. À la suite d'un effondrement gravitationnel au centre de ce nuage, le gaz et la poussière ont commencé à se rassembler dans des endroits spécifiques et plus denses. Ceux-ci ont ensuite progressivement attiré de plus en plus de matière et le phénomène de conservation de la quantité de mouvement a fait que toute cette masse a commencé à tourner et à se réchauffer. En cause, l'immense pression. Plus tard, un disque semblable aux anneaux de Saturne est apparu, mais il était composé de substances très différentes. Et en son centre, il y avait la boule qui est finalement devenue le Soleil. Une proto-étoile est une jeune étoile qui accumule encore de la masse, et c'est exactement ce qu'était le Soleil avant que les températures et la pression en son sein n'embrassent son noyau. Des millions d'années plus tard, il est devenu ce Soleil que nous voyons tous les jours, mais il ne restera pas éternellement dans cet état. Il se réchauffera encore plus et finira par devenir plus gros et plus dense, se transformant en une géante rouge. Il pourrait un jour devenir assez gros pour engloutir Vénus et Mercure. Il y a de fortes chances pour qu'il avale même la Terre. Même s'il ne dévore pas notre planète, le Soleil pourrait se rapprocher suffisamment pour nous toucher. Si cela arrivait, la vie sur Terre ne serait plus possible. Mais alors, en quelques minutes seulement, le Soleil perdrait environ 40% de sa masse et rétrécirait d'environ 10 fois sa taille. Il ne serait plus aussi brillant ni aussi chaud qu'avant. À ce moment-là, la Terre aura déjà été désertée. Ses habitants partiront peut-être pour un voyage dans l'espace ou iront s'installer sur une autre planète où la vie est possible, comme sur l'exoplanète Kepler 62f, qui, soit dit en passant, est encore plus grande que la Terre. Et pendant ce temps, Pluton sera en train de changer. Avant, toutes les ressources étaient gelées à l'intérieur de la planète naine. De l'eau, des gaz comme le méthane, le monoxyde de carbone, et j'en passe. Mais alors que le Soleil atteindrait son pic de luminosité, Pluton se réchaufferait lentement et abandonnerait une grande partie de sa masse dans la vaste étendue de l'espace. En même temps, une atmosphère se formerait. Si l'atmosphère devenait suffisamment épaisse, elle créerait des conditions favorables à la vie. Alors, au lieu d'aller vivre dans des vaisseaux spatiaux, un petit pourcentage de notre population pourrait aller installer des colonies sur la planète naine. La température y est confortable, un temps pour se balader en t-shirt. Ça ressemble même un tout petit peu à la Terre. Des canyons remplis d'eau, de magnifiques champs à perte de vue avec des arbres, beaucoup d'espace pour courir et des gisements d'eau minérale dans le sol, suffisamment purs pour être bu. Les rotations de Pluton sont différentes de celles de la Terre. Une journée sur Terre dure 24 heures, et on a parfois l'impression qu'elle ne va jamais se terminer. Mais Pluton tourne sur elle-même en 153 heures, soit 6 jours et demi. Après plusieurs heures sans sommeil, nous sommes fatigués et nos yeux deviennent rouges. Cela signifie qu'il nous faudra faire plusieurs siestes tout au long d'une même journée sur Pluton. Une année sur Pluton équivaut à 248 années terrestres. À moins que nous ne trouvions une technologie qui nous permette de vivre aussi longtemps, notre durée de vie totale serait inférieure à une demi-année sur la planète naine. Du coup, les maisons sur Pluton devront peut-être être équipées de chambres cryogéniques. Chaque fois que tu auras envie de rêver longtemps, tu sauteras dedans et tu te réveilleras 50 jours plus tard sur Pluton. Sur la planète naine, il y aura aussi des mers et des plages. Alors ça ressemblera vraiment à une toute petite Terre, bien loin de la vraie Terre. La nourriture sur Pluton pourrait être plus savoureuse. Nous pourrions trouver un moyen d'améliorer la saveur des ingrédients et même d'essayer de les faire pousser plus vite pendant notre voyage. Tu plantes une carotte et 2 jours plus tard, elle est prête à intégrer ta salade. Il pourrait aussi y avoir de nouveaux ingrédients pour nos salades sur Pluton. Peut-être des champignons de 2 mètres de haut, du jamais vu. Les animaux que nous emmènerions avec nous seraient relâchés dans leur nouvel habitat et avec le temps, ils évolueraient et s'adapteraient à leur environnement. La loi de la jungle pourrait aussi changer un peu. Les lions ne seraient peut-être plus rois. Pourquoi pas les cerfs? Avec des bois 2 fois plus grands qu'avant et même avec des corps plus grands et plus forts aussi. La plupart des animaux qui étaient déjà là vivaient sous l'eau, mais avec le temps, les amphibiens auront commencé à se déplacer vers la surface, tout comme sur Terre, au commencement de la vie. Mais Pluton ne pourrait être qu'un foyer temporaire. Une fois que le Soleil aurait atteint sa phase finale, Pluton redeviendrait gelé et la vie disparaîtrait. Les gens devraient alors essayer de trouver une planète dans la zone boucle d'or d'une autre galaxie. La zone boucle d'or signifie qu'une planète se trouve à la bonne distance d'une étoile semblable au Soleil, avec une température idéale pour que l'eau y reste liquide.
C'est ce que les scientifiques recherchent lorsqu'ils sondent l'univers en quête de planètes susceptibles d'accueillir la vie. Nous pourrions essayer de fonder de nouvelles colonies sur une planète de ce type, ou même, pourquoi pas, créer notre propre demeure artificielle, quelque chose entre une planète et un vaisseau spatial, une combinaison des deux. Un engin énorme construit directement dans l'espace, disons une roue avec une gravité égale partout pour ne pas tomber. Elle flotterait dans l'espace vers une nouvelle exoplanète capable d'accueillir des pays entiers. Tout ce voyage simplement parce que le Soleil aurait d'abord trop grandi, puis, ayant atteint le point culminant de son cycle de vie, serait devenu une naine blanche. Ce serait un voyage assez long et des générations entières naîtraient pendant le trajet. Tu aurais le choix, dormir jusqu'à ce que les humains atteignent enfin leur nouvelle exoplanète ou profiter du voyage dans ce fantastique vaisseau spatial. Il y a tout ce dont tu as besoin à bord, des centres commerciaux plus grands que ceux de la Terre, des grandes villes futuristes et même des endroits pour cultiver la terre. Des champs avec un sol riche fabriqués artificiellement. Et enfin, après un long voyage, l'exoplanète. C'est même un peu mieux que sur Terre. La planète est géante et possède encore plus de continents. Le centre des continents n'est pas aussi éloigné des océans, ce qui signifie qu'il n'y a pas autant de zones désertiques. Bien que le soleil de cette planète soit une naine orange, il n'est pas aussi chaud que notre soleil actuel, une naine jaune. Il est un peu plus petit, mais voilà le truc, les naines oranges vivent un peu plus longtemps. Elles restent stables pendant 14 à 45 milliards d'années. Malgré cela, cette nouvelle planète est pleine de forêts tropicales parce qu'il est fait plus chaud. Cela signifie plus de biodiversité et des créatures que nous n'avons jamais vues auparavant. Mais si nous décidons que les conditions sur cette exoplanète ne nous conviennent pas, nous pourrions toujours tenter une terraformation. Par exemple, sur Mars, nous pourrions créer un effet de serre en écrasant des comètes riches en glace pour libérer l'ammoniac qu'elles contiennent, ce qui rendrait la planète plus chaude. Nous pourrions aussi commencer à planter des arbres, nous aurions probablement besoin d'un peu de terre de chez nous pour faire cela. Ou alors, il nous faudrait modifier le sol de Mars pour qu'il soit similaire au nôtre. Tôt ou tard, l'atmosphère finirait par se rapprocher de celle que nous avons sur Terre. Nous serions capables de respirer grâce aux arbres, ensuite nous pourrions faire fondre les calottes polaires de Mars, et voilà de l'eau. Le problème, ce sont les vents et les éruptions solaires qui pourraient vite, même très vite, la dépouiller de cette atmosphère si précieuse. Mars ne possède pas non plus de magnétosphère, ce qui signifie que nous n'y serions pas protégés des radiations. Donc à long terme, cette planète ne serait pas un bon choix. Peut-être que quelque part, dans l'immensité de l'espace, se trouve une planète parfaite qui nous attend. Des plaines gelées, des montagnes dont les sommets blancs scintillent au soleil lointain et de la neige rouge. Bienvenue sur Pluton, où plus rien n'a de sens. En la regardant de loin, cette planète boule de glace présente surtout des nuances de blanc et de bleu clair caractéristiques de l'hiver. Une fois que tu auras atterri à la surface, tu remarqueras aussi un beau ciel bleu familier. Mais tu vois cette tache rouge en forme de baleine qui longe l'équateur? Juste là, à gauche de la région blanche en forme de cœur. Waouh, sacré truc! Cette tache est plus grande que l'Alaska, et c'est un mystère pour les scientifiques. Ce n'est pas de la terre rouge argileuse ou quoi que ce soit que tu puisses voir sur Terre. C'est la version plutonienne de la glace. Les scientifiques pensent qu'elle est rouge parce que l'atmosphère laisse tomber sur la surface un étrange produit chimique qui ressemble à de la suie, appelé tholin. C'est la même substance qui explique la casquette rouge sur la lune de Pluton, Charon. Maintenant, regarde de plus près. Oh, regarde, nous avons une chaîne de montagnes. Oui, la glace rouge de Pluton est comme de la roche, et elle est suffisamment dure pour former des montagnes entières. Ces pics blancs qui se détachent sur le rouge sombre ne sont pas des calottes de neige comme nous en avons sur Terre. Non, c'est du méthane gelé. Pour une si petite planète, les montagnes de Pluton sont énormes, plus grandes que l'Everest et faites entièrement de glace. Un paysage aussi bizarre n'existe nulle part ailleurs dans notre système solaire. Oui, Pluton est un endroit froid et rude. Les températures peuvent descendre jusqu'à moins 240 degrés Celsius. La température la plus froide jamais enregistrée sur Terre se situait en Antarctique, à peine moins 93 degrés Celsius. Maintenant, retournons au cœur de Pluton. C'est en fait une vaste plaine couverte de glace de nitrogène. Les scientifiques ont découvert que le cœur de Pluton fait souffler les vents de la planète. Les cratères sont aussi très grands et certains d'entre eux montrent des signes de remplissage et d'érosion. C'est quelque chose qui se produit ici même sur Terre. Lorsque la Terre est usée et façonnée par des forces naturelles comme le vent, l'eau et la glace, c'est l'érosion. Qu'est-ce qui rend tout cela si spécial sur Pluton? Cela pourrait être la preuve qu'il existe ici une activité de plaques tectoniques.
Tu sais, ces grandes plaques de terre qui surfent sur la roche liquide, formant des chaînes de montagnes, séparant les continents et les remettant ensemble. C'est quelque chose que les scientifiques n'ont jusqu'à présent observé que sur la Terre, mais jamais sur une autre planète du système solaire. Si cela se trouve, Pluton ressemble beaucoup plus à notre propre planète qu'on ne croit. Car en plus, il y a de l'eau sur Pluton, un tiers de sa surface pour être précis. Mais bien sûr, ce n'est pas comme l'eau de la Terre. C'est plus comme un liquide rocheux. Miam! Toujours aucun signe de vie là-bas, du moins pas pour l'instant. Il a fallu beaucoup de temps pour obtenir le peu d'informations que nous avons sur Pluton. Elle a été découverte pour la première fois il y a presque 100 ans et était considérée comme la 9e planète en partant du Soleil. C'est en 2006 que sa carte de membre officiel du Club des planètes a été révoquée. Pauvre Pluton! Elle a été surnommée la plus grosse planète naine de la ceinture de Kuiper, une région située à l'extérieur de notre système solaire, remplie d'autres planètes naines et de corps glacés qui tournent autour du Soleil. Quelques mois auparavant, ils avaient lancé la mission New Horizons. Il s'agit de la première sonde spatiale que les chercheurs ont envoyée vers Pluton en 2006. Filant à plus de 56 000 km/h, soit 45 fois la vitesse du son, il a tout de même fallu à la sonde près d'une décennie pour atteindre sa destination. C'est pour dire à quel point la petite planète est éloignée. En fait, Pluton se trouve à près de 40 fois la distance entre la Terre et le Soleil. Si tu étais là en train de regarder le ciel, tu verrais le Soleil comme un minuscule point, comme n'importe quelle autre étoile dans le ciel. Lorsque New Horizons a finalement atteint Pluton en 2015, il s'est suffisamment rapproché pour prendre d'incroyables photos de la surface. Elle a également recueilli des données et des observations importantes comme ces étranges taches rouges et cette région en forme de cœur. Mais Pluton nous semble encore plus étrange, surtout son orbite. La plupart des autres planètes tournent autour du Soleil en formant des cercles presque parfaits, le Soleil étant proche du centre. Or, le Soleil est loin d'être au centre de l'orbite de Pluton, et l'orbite est tellement étirée que Pluton croise plusieurs fois la route de Neptune et se rapproche plus du Soleil que la géante gazeuse bleue. Donc, voici l'effet exceptionnel de cette étrange orbite. Pluton a parfois une atmosphère, et parfois non. Lorsqu'elle est proche du Soleil, une fine atmosphère d'azote se forme. Mais lorsque la planète commence à s'éloigner de notre étoile, l'atmosphère gèle et tombe à la surface dans une tempête de glace aux proportions colossales. Pluton est probablement beaucoup plus petite que tu ne l'imagines. Si tu la mets sur une carte de la Terre, elle ne s'étendrait que sur la moitié du territoire américain. Pourtant, cette petite planète possède 5 lunes qui tournent autour d'elle. Et la vie sur Pluton serait une année sans fin pour nous, les humains. Imagine, pas d'anniversaire pendant toute ta vie. Depuis sa découverte en 1930, nous ne l'avons toujours pas vu faire un tour complet autour du Soleil. Une année sur Pluton correspond à 248 années terrestres, et nous le verrons enfin le 23 mars 2178. Note-le dans ton calendrier. Depuis que Pluton a été exclu du club des planètes officielles, Neptune est devenue la dernière de la file. Il s'agit en fait d'une grosse boule de glace et de gaz. Comme pour les autres géantes gazeuses, si tu essayais d'atterrir sur cette planète, tu ne ferais que t'enfoncer de plus en plus dans des nuages et une atmosphère apparemment sans fin. Une chose amusante à propos de la planète bleue, elle n'a peut-être pas une surface rocheuse comme celle que toi et moi connaissons, mais sa gravité à la surface est à peu près la même que celle de la Terre. On ne peut pas en dire autant de toutes les autres planètes du système solaire. En nous rapprochant du Soleil, nous passons devant la géante gazeuse suivante, Uranus. Cette planète anticonformiste fait le tour du Soleil en roulant sur le côté. Une orbite complète correspond à 84 années sur Terre. Tu auras donc peut-être la chance de fêter un seul anniversaire durant toute ta vie. Attention, tu n'auras qu'une seule fête, alors profite bien. Et maintenant, nous approchons du joyau du système solaire, Saturne. La deuxième plus grande planète après Jupiter est une autre géante gazeuse, où tu sombrerais dans une atmosphère sans fin si tu essayais d'y faire atterrir un vaisseau spatial. Saturne est la planète la moins dense de toutes, ce qui signifie que si tu la mettais dans un verre d'eau géant, elle flotterait. Ces fameux anneaux sont constitués de poussière de glace et de roches. Certains sont aussi petits qu'un grain de sable, d'autres plus gros que des maisons. Mais écoute ça, les anneaux de Saturne tombent sous forme de pluie sur la planète, assez pour remplir une piscine olympique en une demi-heure. À ce rythme, le célèbre système d'anneaux bleus disparaîtra complètement dans 300 millions d'années. Au fait, Neptune, Uranus et Jupiter ont aussi des anneaux, mais ils ne sont pas aussi visibles et brillants que ceux de Saturne. Imagine que tu rassembles toutes les planètes en une seule. Maintenant, multiplie-la par 2.
Non, toujours pas aussi grande que Jupiter. Les scientifiques l'appellent une étoile ratée, car elle est principalement composée d'hélium et d'hydrogène, tout comme notre Soleil. Mais cette planète géante n'est toujours pas assez grosse pour déclencher les processus chimiques qui pourraient la transformer en étoile. C'est la planète qui tourne le plus vite et il ne lui faut que 10 heures pour effectuer une rotation complète sur son axe. Imagine que tu essaies de condenser le sommeil, le travail, les amis, les loisirs, le cinéma, le shopping, toute ta routine en moins d'une demi-journée sur Terre. De magnifiques hautes montagnes, les plus hautes de tout le système solaire, les tempêtes de poussière les plus spectaculaires jamais vues, des vallées profondes, des cratères. Oui, je parle de Mars, notre maison potentielle dans le futur. Si tu aimes les couchers de soleil, tu apprécieras certainement ceux de Mars. Ils sont incroyablement bleus alors que le ciel est rouge rosé toute la journée. Même si Mars est une voisine très proche, depuis sa surface, le Soleil paraîtrait moitié moins grand que depuis la Terre. Donc en fait, elle n'est pas aussi proche qu'il n'y paraît. Oh, et si tu as toujours rêvé de devenir joueur de basket, sache que Mars est l'endroit idéal pour ça. La gravité de la planète rouge ne représente que 37% de celle de la Terre. Tu sauterais donc 3 fois plus haut là-bas. Vénus est la planète de tous les extrêmes. La surface la plus chaude, le plus grand nombre de volcans, la planète la plus brillante et enfin, la plus proche de la Terre. C'est aussi celle qui tourne le plus lentement. On peut même carrément dire qu'elle tourne à peine, ce qui fait qu'une journée sur Vénus dure 243 jours terrestres. Voilà qui te laisserait le temps de faire des tonnes de choses. Vénus tourne également dans le sens inverse de la Terre, ce qui fait que les levées de soleil sont à l'ouest et les couchers à l'est. Elle n'a pas de lune ni d'anneau, et en plus, il s'agit de la plus petite planète de tout le système solaire. Une année n'y dure que 88 jours, donc si tu y vivais, tu aurais beaucoup plus d'anniversaires. Mercure est la planète la plus proche du Soleil, mais ce n'est pas la plus chaude. Cette place revient à Vénus. Les températures sur Mercure ne sont pas aussi élevées que sur Vénus, parce que la planète n'a pas d'atmosphère pour retenir la chaleur du Soleil. La vraie particularité de Mercure, ce sont ses rides. Son noyau de fer s'est refroidi et a rétréci, entraînant la contraction de la surface et la formation de ses rides. Ça, et aussi le fait qu'elle est super proche du Soleil, mais qu'elle n'a pas besoin de protecteur solaire. Et je ne suis pas sûr de cette dernière info. Comme tu le sais, toutes les planètes de notre système solaire tournent autour du Soleil, dans un certain ordre. Mais devine quoi ? 2 planètes pourraient entrer en collision l'une avec l'autre et provoquer une catastrophe cosmique. Voici Neptune, la planète la plus éloignée de notre système solaire. Elle est 17 fois plus lourde et 4 fois plus grosse que la Terre. Elle se trouve à 30 unités astronomiques du Soleil. Une UA est la distance entre le Soleil et la Terre. Elle est donc 30 fois plus éloignée de notre étoile que nous ne le sommes. Et Neptune fait un tour complet autour du Soleil en 164 ans, sur une orbite presque circulaire. Neptune est froide, calme et stable, mais une planète pourrait perturber cet équilibre. Pluton, c'est une planète naine couverte de roches et de glace. Elle est 6 fois plus légère et 3 fois plus petite que notre Lune. C'est son orbite qui nous intéresse. Si tu regardes une carte du système solaire depuis le haut, tu peux voir que son orbite n'est pas ronde, mais elliptique. C'est donc un cercle légèrement aplati. À son point le plus éloigné, Pluton se trouve à 49 unités astronomiques du Soleil. Lorsqu'elle se déplace, elle se rapproche de l'étoile. À son point le plus proche, Pluton se trouve à environ 29,5 UA du Soleil. C'est plus proche que Neptune. Donc hypothétiquement, elle pourrait entrer en collision. Regardons cette potentielle collision de plus près, encore plus près. Bien, Neptune et Pluton se rapprochent lentement l'une de l'autre. Ce sont 2 mondes très froids, mais ils commencent à interagir l'un avec l'autre par gravitation, comme 2 aimants. Cela les réchauffe de l'intérieur. Neptune est une géante gazeuse, dépourvue de surface solide. Il n'y a donc pas encore beaucoup de changements. Mais Pluton a une surface rocheuse. À cause de l'influence gravitationnelle de Neptune, elle commence à se fissurer. Pluton subit continuellement des tremblements de terre. Cela la fait chauffer encore plus. Lorsque Pluton touche presque la géante gazeuse, elle commence à s'effriter de l'intérieur. De plus, Neptune a une atmosphère très dense. La planète naine commence donc à s'enflammer à cause de la friction avec les gaz de la haute atmosphère. Pluton est maintenant très chaude d'un côté et très froide de l'autre. Cela provoque une grave déformation et elle commence à s'effriter. La moitié des fragments de la planète naine restent dans l'orbite de Neptune. Ils entreront en collision les uns avec les autres jusqu'à ce qu'ils se transforment en poussière et deviennent de nouveaux anneaux de la planète géante.
D'autres fragments se consumeront dans l'atmosphère de Neptune. Et les plus gros rochers qui restent de Pluton tomberont sur Neptune jusqu'à ce qu'il soit complètement pulvérisé. Neptune a donc littéralement avalé Pluton et a continué son orbite sans aucun changement. Tout cela parce que la géante gazeuse est 20 fois plus grande et beaucoup plus lourde que la planète naine. Cette collision ne ferait donc aucun mal à Neptune. Mais cela ne peut pas vraiment se produire, car leurs orbites ne se croisent pas vraiment. Regardons à nouveau la carte du système solaire. Pas d'en haut, mais de côté cette fois. Les 9 planètes ici présentes sont toutes sur une ligne horizontale à partir du Soleil. La distance qui les sépare est grande et leurs orbites ne se croisent pas. Voici l'orbite de Pluton. Tu peux voir qu'elle est inclinée par rapport à la ligne horizontale de toutes les planètes. Elle commence au sommet, puis plonge sous les orbites des planètes et revient. Donc Pluton ne peut jamais entrer en collision avec Neptune. Pourtant, des collisions planétaires se sont déjà produites dans notre système solaire. Et c'est même grâce à ces collisions que la vie est apparue sur Terre. Remontons le temps jusqu'à il y a presque 4,5 milliards d'années. Cette boule de lave chaude, c'est la Terre. Elle vient de se former à partir d'un nuage de poussière et a commencé à refroidir. Mais alors, une planète errante de la taille de Mars est apparue à l'horizon. Elle s'appelait Theia. Elle s'est inévitablement approchée de notre planète. La collision avec Theia s'est produite à un angle parfait. Si Theia nous avait percuté de plein fouet, les deux planètes auraient été réduites en miettes. Mais elle nous a frappé presque à la tangente. Theia a arraché une partie de la matière de la jeune Terre et s'est elle-même réduite en miettes. Elle ne pouvait plus continuer son voyage car la Terre l'a prise dans son piège gravitationnel. Un grand fragment de cette planète est resté dans notre orbite. Des fragments plus petits se sont écrasés les uns sur les autres, tombant sur Terre ou rejoignant les restes de Theia. La poussière est retombée et nous pouvons voir cette image familière, la Terre et la Lune. C'est la principale théorie sur la façon dont nous nous sommes retrouvés en compagnie de notre satellite naturel. Les scientifiques affirment que c'est cette collision qui a provoqué l'apparition de la vie sur Terre. Theia a apporté beaucoup de glace qui s'est transformée en eau sur notre planète. La nouvelle Lune a stabilisé la rotation de la Terre et les conditions sur la planète sont devenues idéales pour l'émergence de la vie. Un autre genre de collision pourrait créer une onde de choc qui s'étendrait sur des milliers d'années-lumière. Une collision stellaire. Cela se produit généralement dans les systèmes binaires avec une naine blanche et une étoile régulière comme notre Soleil. Une naine blanche est le reste d'une étoile qui s'est éteinte. Lorsque les étoiles se rapprochent, elles commencent à se déplacer l'une autour de l'autre dans une danse en forme de spirale. La naine blanche tire vers le bas les couches supérieures de la plus grande étoile. Ce plasma chaud et cette poussière d'étoiles forment un disque lumineux. Les deux étoiles se rapprochent de plus en plus. Lorsqu'elles fusionnent enfin, cela provoque une réaction en chaîne dans le cœur de l'étoile chaude. La masse de matière exerce une pression trop forte sur le cœur de celle-ci. Les entrailles de l'étoile combinée se réchauffent alors encore plus et elles se dilatent, créant une supernova. C'est l'un des événements les plus brillants de l'univers. La lumière de l'explosion peut être vue à des centaines d'années-lumière. Une autre vision spectaculaire est la collision d'une étoile avec un trou noir. Les trous noirs sont les objets les plus lourds de l'univers et leur gravité est incroyablement forte. Alors quand une étoile et un trou noir se rapprochent, le trou noir commence à manger la matière plus légère de l'étoile. Le plasma chaud, comme des spaghettis, se dirige vers le cœur du néant noir. Pour un observateur, ce plasma semble se déposer sur le bord même du trou noir. C'est ce qu'on appelle l'horizon des événements. Il se trouve que le temps est considérablement ralenti près d'un objet aussi lourd. On a donc l'impression que la matière reste sur l'horizon des événements, mais en réalité, elle est partie depuis longtemps au cœur du trou noir. Alors qu'il se rapproche encore plus, le trou noir commence à déchirer littéralement l'étoile et l'avale entièrement. À ce stade, le trou noir recrache environ la moitié de la masse de l'étoile sous la forme d'un faisceau d'énergie sortant directement de son cœur. L'autre moitié de la masse de l'étoile devient de la nourriture pour cette bête noire. Nous connaissons de nombreux trous noirs dans notre univers. Les plus lourds d'entre eux se trouvent généralement au centre des galaxies. Ils peuvent être des millions de fois plus lourds que le Soleil. Mais que se passerait-il si deux trous noirs entraient en collision l'un avec l'autre ? Les scientifiques ont eu l'occasion d'observer un tel événement. Deux trous noirs pesant respectivement 66 et 85 masses solaires se sont progressivement rapprochés l'un de l'autre. Ils ont dansé ensemble, faisant dévier la lumière qui passait près d'eux. Mais ensuite, ils ont fusionné en un énorme trou noir,
pesant 142 masses solaires. À la même seconde, le nouveau trou noir a libéré des ondes gravitationnelles dans l'espace avec une énergie de 9 masses solaires. Les scientifiques ont pu capter ces ondes et observer la fusion des deux trous noirs. Mais cet événement s'est en fait produit il y a environ 17 milliards d'années. Nous ne le voyons que maintenant car les particules de lumière et les ondes gravitationnelles ont mis énormément de temps à parcourir la distance de 17 milliards d'années-lumière jusqu'à la Terre. Considère maintenant une collision à l'échelle galactique. Littéralement, il s'agit d'une collision entre la Voie lactée et la galaxie d'Andromède. Cet événement se produira dans 4,5 milliards d'années, alors reste à l'écoute. La Voie lactée compte environ 100 milliards d'étoiles, tandis qu'Andromède en compte environ 1000. Lorsque les galaxies s'approcheront l'une de l'autre, elles feront plusieurs cercles l'une autour de l'autre. À ce moment-là, certaines étoiles seront peut-être éjectées de leur galaxie comme par un lance-pierre. Puis, la Voie lactée et Andromède commenceront à fusionner. Un scénario possible est que notre système solaire entre en collision avec un autre système stellaire d'Andromède. Dans ce cas, il pourrait y avoir une collision stellaire et une supernova par la suite. Notre monde serait détruit. Une autre possibilité est que le Soleil soit éjecté dans l'espace noir. Dans ce cas, nous ne remarquerons peut-être même pas la différence. Tout ce que nous verrons sur Terre, c'est un ciel étoilé qui disparaît progressivement, car notre système solaire voyagera dans l'espace, loin de sa galaxie d'origine. Mais le scénario le plus probable est que lorsque les galaxies fusionneront, cela se fera sans aucune douleur pour nous. En fait, l'espace est très vaste, et il y a de la place pour toutes les étoiles des deux galaxies. La seule différence, c'est que nous verrons beaucoup de nouvelles étoiles dans le ciel nocturne, ainsi que des soucoupes volantes venant d'Andromède. Ou pas, mais ce n'est pas la collision des galaxies qui devrait nous inquiéter, c'est notre Soleil. Dans 4,5 milliards d'années, il deviendra une géante rouge. Il va s'étendre, engloutissant les planètes les plus proches. La Terre deviendra probablement la planète la plus proche du Soleil. Il fera si chaud que toute vie disparaîtra tout simplement. Et personne ne pourra assister à la collision galactique.